Pendant le dîner familial, mon gendre a murmuré à mon oreille « Vends ta maison, on en a besoin maintenant ». La table est devenue silencieuse. J'ai sorti mon téléphone, composé un numéro et dit à haute voix « Bonjour, c'est Jules. Je veux modifier mon testament immédiatement. » Oui, maintenant, devant témoin. Le visage de mon gendre est devenu blanc comme un linge. Ma fille a lâché sa fourchette. Avant de continuer, inscrivez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivé à ce moment précis, ce dimanche soir de novembre où la pluie tambourinait contre les fenêtres de ma salle à manger parisienne et où j'ai dû prendre la décision la plus difficile de mes 74 ans. Je m'appelle Jules et pendant toute ma vie, j'ai cru que la famille passait avant tout. Cette croyance a failli me coûter tout ce que j'avais construit. Il faut que je remonte quelques mois en arrière pour que vous compreniez vraiment. J'habite dans le 15e arrondissement de Paris, dans un immeuble haussmannien que j'ai acheté en 1985 avec ma défunte épouse, Marguerite. Nous avions économisé pendant 15 ans pour acquérir cet appartement de 120 mètres carrés avec ses hauts plafonds moulurés, ses cheminées en marbre et ses fenêtres qui donnent sur une cour intérieure paisible. Marguerite est partie il y a 3 ans maintenant, emportée par un cancer foudroyant, et depuis, cet appartement est devenu à la fois mon refuge et ma prison de souvenirs. Je suis retraité de l'Éducation nationale. J'ai été professeur d'histoire pendant 42 ans dans un lycée du 18e arrondissement. Rien de glorieux, rien d'extraordinaire. Un salaire modeste, une pension correcte et surtout, cet appartement qui, avec la folie immobilière parisienne, vaut aujourd'hui près d'1,5 million d'euros. C'est drôle, comme l'argent change tout, même dans les familles qu'on croyait unies par l'amour. Ma fille unique, Clara, a 38 ans. Elle a toujours été la lumière de ma vie, mon soleil après les longues journées passées à tenter d'intéresser des adolescents blasés à la Révolution française. Petite, elle s'asseyait sur mes genoux pendant que je corrigeais des copies, me posant 1000 questions sur Marie-Antoinette et Robespierre. Elle voulait devenir historienne comme son papa. La vie en a décidé autrement. Elle travaille aujourd'hui comme assistante de direction dans une entreprise de cosmétiques à La Défense. Un travail qu'elle n'aime pas vraiment, mais qui paie les factures. Comme elle dit, il y a 2 ans, Clara a rencontré Nathan. J'ai tout de suite senti que quelque chose clochait avec cet homme, mais je me suis tu. Que pouvais-je dire? Qu'il avait un sourire trop parfait, que ses costumes sur mesure et sa montre Rolex semblaient déplacés pour quelqu'un qui prétendait être consultant en stratégie, que la façon dont il parlait de l'argent constamment me mettait mal à l'aise. Clara était amoureuse, ou du moins c'est ce qu'elle croyait, et qui étais-je pour briser son bonheur? Ils se sont mariés en juin dernier. Un mariage somptueux dans un château de la Loire que Nathan a insisté pour organiser. J'ai contribué à hauteur de 20 000 euros, pratiquement toutes mes économies liquides. Nathan avait promis de prendre en charge le reste, mais Clara m'a confié plus tard, les larmes aux yeux, qu'ils avaient dû contracter un prêt énorme. Déjà, les premiers nuages s'amoncelaient. Les visites de Clara sont devenues moins fréquentes après le mariage. Avant, elle passait me voir tous les dimanches, on se promenait au Luxembourg, on prenait un café à notre bistrot préféré rue de la Gaîté. Maintenant, je la voyais 1 fois par mois, si j'avais de la chance, et toujours accompagnée de Nathan. Il ne me laissait jamais seul avec elle, comme s'il avait peur que je lui ouvre les yeux. Les premières allusions ont commencé en septembre. Nous prenions un café chez moi, Clara était aux toilettes et Nathan s'est penché vers moi avec ce sourire que j'avais appris à détester. Vous savez, cet appartement est beaucoup trop grand pour vous tout seul. Vous ne trouvez pas? J'ai serré ma tasse plus fort. J'y suis habitué. Tous mes souvenirs sont ici. Oui, bien sûr, les souvenirs, c'est important. Mais pensez-y, vous pourriez vendre, acheter quelque chose de plus petit, de plus pratique. Pas d'escalier, plus facile à entretenir. Et avec l'argent restant, je n'y ai jamais pensé. Vous devriez. Clara et moi, on pourrait vous aider à trouver quelque chose de bien. On connaît de très bons agents immobiliers.
Clara était revenue à ce moment-là et la conversation s'était arrêtée. Mais le poison était inoculé. Dans les semaines qui ont suivi, les allusions sont devenues plus fréquentes, plus insistantes. Nathan ne passait jamais une visite sans mentionner l'appartement, sa taille, sa valeur, combien ce serait raisonnable pour un homme de mon âge de simplifier sa vie. J'ai commencé à avoir des doutes sérieux en octobre. Clara m'a appelé un soir. Sa voix était différente, tendue. « Papa, je peux te parler de quelque chose ?»« Bien sûr, ma chérie. Qu'est-ce qui se passe ?» Il y a eu un long silence. J'entendais sa respiration hésitante. Nathan et moi, on a quelques difficultés financières. Le prêt pour le mariage, l'appartement qu'on loue coûte une fortune. Et Nathan a investi dans une start-up qui n'a pas marché. Pas encore. Ça va marcher, il en est sûr, mais en attendant, on est un peu serré. De combien tu as besoin? Non, papa, ce n'est pas ça. Je ne t'appelais pas pour te demander de l'argent, je voulais juste te parler. Mais quelque chose dans sa voix me disait qu'il y avait plus, quelque chose qu'elle ne me disait pas. J'ai envoyé un chèque de 5 000 € le lendemain. C'était tout ce qui me restait sur mon compte épargne. Clara a pleuré au téléphone quand elle l'a reçu, me remerciant encore et encore. Mais Nathan, lui, n'a jamais dit merci. Pas un mot. Les choses ont vraiment dégénéré début novembre. Nathan s'est présenté chez moi un mardi après-midi, sans Clara, sans prévenir. J'ai ouvert la porte et il était là, dans son costume gris anthracite, son sourire commercial plaqué sur le visage. J'étais dans le quartier. Je me suis dit que j'allais passer vous voir. On peut parler. Je n'aimais pas ça. Pas du tout, mais je l'ai laissé entrer. Nous nous sommes assis dans le salon. Ce même salon où j'avais bu le thé avec Marguerite pendant 30 ans, où Clara avait joué enfant, où les murs étaient tapissés de nos photos de famille. Il est allé droit au but. Écoutez, Jules, je vais être franc avec vous. Clara et moi, on traverse une période difficile. Financièrement, je veux dire. J'ai fait quelques investissements qui n'ont pas encore porté leurs fruits et on a besoin de liquidités rapidement. Et vous avez cet appartement. Vous vivez seul ici, dans 120 mètres carrés. C'est du gâchis, franchement. Vous pourriez vendre, on vous trouverait un studio confortable et avec l'argent restant, vous pourriez aider votre fille. Votre unique fille. Elle en a besoin. La façon dont il a dit ça, votre unique fille, comme un reproche, comme si je lui devais quelque chose. Mon sang n'a fait qu'un tour. Cet appartement n'est pas à vendre. Soyez raisonnable. À votre âge? À mon âge quoi? Vous ne rajeunissez pas. Que se passera-t-il si vous tombez malade? Si vous avez besoin de soins? Il vaut mieux planifier maintenant, profiter de l'argent pendant que vous êtes encore. Il n'a pas fini sa phrase, mais le message était clair. Pendant que j'étais encore vivant. Pendant qu'il pouvait encore en profiter. Sortez de chez moi. Je ne voulais pas vous offenser, mais sortez! Ma voix avait tremblé. Je ne crie jamais, mais là, j'étais au bord de l'explosion. Il est parti, mais pas avant d'avoir laissé tomber une dernière phrase, presque négligemment, à la porte. Clara sera déçue. Elle comptait vraiment sur vous. Ces mots m'ont hanté pendant des jours. Clara comptait sur moi, pour vendre ma maison, pour abandonner tout ce que Marguerite et moi avions construit. J'ai essayé d'appeler ma fille, mais elle ne répondait pas. Quand elle m'a finalement rappelé 3 jours plus tard, sa voix était froide, distante. « Papa, pourquoi tu as été si dur avec Nathan? Il essayait juste de t'aider. »« M'aider? En me demandant de vendre ma maison? Il n'a pas dit ça comme ça. Il pensait à ton bien-être. Cet appartement est trop grand pour toi, papa. Maman n'est plus là. Tu y es tout seul. Ce n'est pas sain. C'est ma maison, Clara. Oui, et on ne te demande rien. Juste d'y penser. Pour nous, pour moi. » Et voilà comment ils opéraient. Pas de demande directe, pas d'ultimatum. Juste des suggestions, des inquiétudes feintes, des allusions constantes. Ils me faisaient passer pour égoïste, pour un vieil homme têtu qui refusait de voir la réalité. J'ai commencé à douter de moi-même. Peut-être avait-il raison. Peut-être étais-je trop attaché au passé.
Puis est arrivé ce dimanche de novembre, le dimanche du dîner. Clara m'avait appelé le jeudi. « Papa, ça fait trop longtemps qu'on ne s'est pas vus tous ensemble. Je vais préparer un bon dîner dimanche soir. Viens chez nous vers 19h. » Comme avant. Sa voix était chaleureuse, pleine d'affection. Ma petite Clara, celle que je connaissais avant Nathan. J'ai accepté avec joie, heureux de cette invitation, espérant que les choses allaient s'arranger. Peut-être avais-je été trop méfiant. Peut-être Nathan n'était-il pas si mauvais après tout. J'aurais dû me douter que c'était un piège. Le dimanche, il pleuvait des cordes sur Paris. Une de ces pluies froides de novembre qui vous transpercent jusqu'aux os. J'ai pris le métro jusqu'à leur appartement dans le 11e arrondissement. Un 2 pièces moderne mais impersonnel qu'ils louaient 2000 € par mois. En arrivant, j'ai remarqué que Nathan était tendu, Clara aussi. Mais j'ai mis ça sur le compte du stress de recevoir. Le dîner a commencé normalement. Clara avait préparé un bœuf bourguignon, mon plat préféré. Nous avons parlé de tout et de rien, du temps, du travail de Clara, de mes anciens collègues. Nathan était inhabituellement silencieux, se contentant de remplir nos verres de vin. J'aurais dû comprendre qu'il me préparait quelque chose. Nous en étions au fromage quand Nathan s'est éclairci la gorge. Le moment que j'appréhendais sans le savoir était arrivé. Jules, Clara et moi, on voulait te parler de quelque chose d'important. Clara a baissé les yeux sur son assiette. Mon cœur s'est serré. Je t'écoute. Voilà, on a réfléchi et on pense qu'il est temps de prendre des décisions importantes pour l'avenir. Ta santé, ton confort, notre situation. Où veux-tu en venir? Il s'est penché vers moi et c'est là qu'il a lâché la phrase, en murmurant comme si c'était une confidence, comme si c'était pour mon bien. Vends ta maison. On en a besoin maintenant. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an. Maintenant. On est au bord du gouffre financièrement et tu as la solution. Arrête d'être égoïste et pense à ta fille. Le silence qui a suivi était assourdissant. La pluie contre les fenêtres semblait soudain plus forte. Clara n'a rien dit. Elle fixait son assiette, les larmes aux yeux. Elle savait. Elle était complice. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment précis. Ce n'était pas de la colère, pas exactement. C'était une clarté glaciale, une compréhension soudaine de ce qui se passait vraiment. Ils ne voulaient pas m'aider. Ils voulaient mon argent. Ils attendaient que je meure, mais c'était trop long, alors ils avaient décidé d'accélérer les choses. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix était calme quand j'ai composé le numéro. Le numéro de Sylvain, mon avocat et ami de longue date. « Qu'est-ce que tu fais ?» a demandé Nathan, soudain nerveux. Je n'ai pas répondu. Le téléphone a sonné 2 fois, puis Sylvain a décroché. « Jules, tout va bien ?» Il est 20h un dimanche soir. « Bonjour Sylvain, c'est Jules. Je veux modifier mon testament immédiatement. Oui, maintenant. Devant témoin. » Le visage de Nathan est devenu livide. Clara a lâché sa fourchette qui a tintement contre l'assiette dans le silence mortel de la pièce. « Papa » a-t-elle murmuré. « Jules, qu'est-ce qui se passe » a demandé Sylvain à l'autre bout du fil. « Je t'expliquerai demain matin. Peux-tu me recevoir à ton cabinet à 9h ?»« Bien sûr, je serai là. »« Parfait, à demain. » J'ai raccroché et j'ai regardé Nathan droit dans les yeux. Il y avait quelque chose de jouissif à voir cet homme arrogant, ce manipulateur, réaliser qu'il avait perdu, que son plan, son piège soigneusement orchestré, venait de se retourner contre lui de la manière la plus spectaculaire. « Vous ne pouvez pas faire ça, » a-t-il bégayé. « Je peux faire ce que je veux de mon patrimoine, et maintenant, laissez-moi vous expliquer exactement ce qui va se passer. » Je me suis levé de table, mes 74 ans pesant soudain moins lourd. J'étais en colère, oui, mais surtout, j'étais libéré. Libéré de la culpabilité, du doute, de la manipulation. Demain matin, je vais chez mon avocat. Je vais mettre en place une protection totale de tous mes biens. L'appartement sera placé dans une fondation que je créerai, destinée à financer des bourses pour des étudiants en histoire, issus de milieux modestes. Quelque chose d'utile.
Quelque chose qui honorera la mémoire de Marguerite. Papa, non, a crié Clara en se levant brusquement. Tu ne peux pas faire ça, c'est mon héritage. Ton héritage. Ton héritage, c'était mon amour, mon éducation. Toutes ces années où ta mère et moi avons tout sacrifié pour toi. Pas cet appartement. Pas de l'argent pour éponger les dettes de ton mari. Nathan s'est levé aussi, le visage rouge de colère. Vous êtes un vieil homme égoïste. Clara avait raison. Vous ne pensez qu'à vous, à vos souvenirs, à votre confort. Vous vous foutez complètement de votre propre fille. Au contraire, si je me foutais d'elle, je vous laisserais continuer à la manipuler, à la transformer en quelqu'un qu'elle n'est pas. Ma fille n'aurait jamais fait ça avant de te rencontrer. Ma fille avait des valeurs, des principes. Tu les as détruits. Je me suis tourné vers Clara, et là j'ai vu dans ses yeux quelque chose qui m'a brisé le cœur. Ce n'était pas du remords, c'était de la rage pure. Comment en était-elle arrivée là? Ma petite fille qui jouait dans ce salon, qui me faisait des dessins, qui me disait qu'elle m'aimait tous les soirs avant de dormir. Tu as fait ton choix, Clara. Tu as choisi de croire ces mensonges, ces promesses. Tu as choisi l'argent plutôt que la famille. C'est ton droit. Mais moi aussi, j'ai le droit de protéger ce qui m'appartient. Sors d'ici, a hurlé Nathan. Sors de chez nous. Avec plaisir. J'ai ramassé mon manteau et je suis parti sous la pluie battante, laissant derrière moi les cris de Nathan et les sanglots de Clara. En descendant les escaliers de leur immeuble, j'ai ressenti un mélange étrange de tristesse et de soulagement. J'avais perdu ma fille, c'était certain, mais j'avais gardé ma dignité et mon appartement, et les souvenirs de Marguerite, qui valaient plus que tout l'argent du monde. Dans le métro qui me ramenait chez moi, trempé jusqu'aux os, j'ai réalisé que la vraie bataille ne faisait que commencer. Nathan n'allait pas abandonner si facilement. Mais cette fois, j'étais prêt. J'avais 74 ans, oui, mais j'avais aussi 42 ans d'expérience à enseigner la Révolution française. Et si l'histoire m'avait appris quelque chose, c'est que les tyrans finissent toujours par tomber. Il était temps de leur montrer que le vieil homme n'était pas aussi faible qu'il le pensait. Le lundi matin, je me suis réveillé avec une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années. La pluie avait cessé pendant la nuit, laissant place à un ciel gris typique de novembre parisien. J'ai préparé mon café comme d'habitude, mais cette fois, chaque geste était différent. J'étais en guerre, et les guerres se gagnent avec de la stratégie, pas avec des émotions. À 8h45 précise, j'étais devant le cabinet de Sylvain, situé dans un immeuble du 7e arrondissement, près de l'Assemblée nationale. Sylvain et moi nous connaissions depuis l'université. Nous avions tous les deux 20 ans quand nous nous sommes rencontrés en amphithéâtre de droit, même si j'avais finalement choisi l'histoire et lui le barreau. Il avait 72 ans maintenant, les cheveux blancs, mais l'esprit toujours aussi vif. Il m'a ouvert la porte lui-même, son visage montrant une inquiétude sincère. « Entre, Jules. Tu m'as fait peur hier soir. Qu'est-ce qui s'est passé ?» Nous nous sommes installés dans son bureau lambrissé, entouré de bibliothèques remplies de codes juridiques et de dossiers. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai tout raconté. Tout. Depuis le début, depuis les premières allusions de Nathan jusqu'à la scène du dîner la veille. Sylvain m'a écouté sans m'interrompre, prenant des notes de temps en temps, son visage devenant de plus en plus grave. Quand j'ai eu fini, il a posé son stylo et s'est adossé à sa chaise. « Jules, ce que tu me décris là, c'est une tentative claire de manipulation et d'abus de faiblesse. Légalement, tu es dans ton droit le plus absolu de protéger tes biens. Mais je dois te demander, es-tu vraiment sûr de vouloir aller aussi loin? Clara reste ta fille. Clara a fait son choix. Elle a choisi de se ranger du côté de son mari. Je ne peux pas sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Très bien. Alors voilà ce que je te propose. Sylvain a ouvert un dossier et a commencé à m'expliquer les options juridiques qui s'offraient à moi. La première chose à faire était de protéger immédiatement l'appartement.
Il m'a suggéré de créer une SCI, une société civile immobilière, dont je serais le gérant et l'unique associé, puis, à terme, de mettre en place une fondation comme je l'avais évoqué. Cela rendrait la vente de l'appartement impossible sans mon accord explicite, même en cas de problème de santé. Ensuite, a continué Sylvain, je te conseille de réviser ton testament. Actuellement, Clara est ta seule héritière. On peut changer ça. En France, tu ne peux pas la déshériter complètement. Elle a droit à la réserve héréditaire, mais on peut réduire sa part au minimum légal. Fais-le. Tu es sûr ? Absolument certain. Nous avons passé les 3 heures suivantes à mettre en place toute la structure juridique. Sylvain a contacté un notaire de sa connaissance et à midi, tous les documents étaient prêts pour signature. La SCI était créée, mon testament modifié, et j'avais même établi un mandat de protection future désignant Sylvain comme la personne qui gérerait mes affaires si je devenais incapable de le faire moi-même. Nathan et Clara ne pourraient jamais toucher à cet appartement. En sortant du cabinet de Sylvain, je me sentais à la fois soulagé et triste. J'avais protégé mon patrimoine, oui, mais j'avais aussi officialisé la rupture avec ma fille. Mon téléphone a vibré dans ma poche. 15 appels manqués de Clara, 8 de Nathan et une avalanche de messages. Je n'ai pas eu besoin de les lire pour savoir ce qu'ils disaient. Je suis rentré chez moi en marchant le long de la Seine. Paris était belle ce jour-là, malgré le froid. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les quais, les péniches glissaient lentement sur l'eau grise. J'ai pensé à Marguerite, à toutes ces promenades que nous faisions ensemble. Qu'aurait-elle pensé de tout ça? Aurait-elle été fière de moi pour avoir tenu bon ou déçue que j'ai laissé la situation se dégrader à ce point? En arrivant à mon immeuble, j'ai trouvé Clara qui m'attendait devant la porte. Elle avait les yeux rouges, gonflés par les larmes. Mon cœur s'est serré malgré moi. C'était ma petite fille, celle que j'avais bercée, consolée après ses cauchemars, encouragée dans tous ses projets. « Papa, il faut qu'on parle. Il n'y a rien à dire. S'il te plaît, juste toi et moi, sans Nathan. » J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Nous sommes montés dans l'appartement. Clara s'est assise sur le canapé où elle s'installait enfant pour regarder des dessins animés. Les souvenirs étaient partout, insupportables. « Papa, je suis désolé, pour hier soir, pour tout. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe, Clara? Que je vende gentiment mon appartement et que je vous donne l'argent sans poser de questions? Non, enfin, je ne sais pas. Nathan m'a dit que tu serais plus heureux dans quelque chose de plus petit, de plus facile à gérer, que c'était pour ton bien. Et tu l'as cru? » Elle s'est mise à pleurer. Je ne sais plus ce que je crois. Tout est devenu tellement compliqué. Les dettes, le stress, Nathan qui est de plus en plus différent. Ce n'est plus l'homme que j'ai épousé. Clara, regarde-moi. Elle a levé les yeux et j'ai vu dans son regard une confusion, une détresse qui m'ont rappelé qu'elle aussi était une victime. Pas autant que moi, certes, mais Nathan l'avait manipulée, lui aussi. Tu dois comprendre quelque chose. Cet appartement n'a jamais été question d'argent. C'est tout ce qui me reste de ta mère. Chaque coin de cette maison a une histoire, un souvenir. Le fauteuil où elle lisait, la cuisine où elle préparait ses confitures, la chambre où nous avons dormi pendant 30 ans. Me demander de vendre ça, ce n'est pas me demander de changer de maison. C'est me demander d'effacer toute une vie. Je comprends, papa. Vraiment. Mais nous, on est vraiment dans une situation difficile. Nathan a fait des investissements. Il était sûr que ça marcherait. Et maintenant, vous voulez que je paye pour ces erreurs? Ce n'est pas ça. Si, Clara, c'est exactement ça. Et le pire, c'est que tu ne vois même pas que tu es en train de te perdre. La Clara que je connaissais n'aurait jamais participé à une chose pareille. Elle avait des principes, une colonne vertébrale morale. Je ne me suis pas perdu, j'essaie juste de sauver mon mariage. En sacrifiant ton père, en sacrifiant ta dignité. Le silence qui a suivi était lourd. Clara pleurait maintenant sans retenue, et une partie de moi voulait la prendre dans mes bras, lui dire que tout allait s'arranger. Mais je ne pouvais pas.
pas tant qu'elle resterait sous l'emprise de Nathan. « Je vais te dire ce que j'ai fait ce matin, » ai-je repris d'une voix calme. J'ai créé une société civile immobilière pour protéger l'appartement. J'ai modifié mon testament. J'ai mis en place toutes les protections juridiques possibles pour que ni toi ni Nathan ne puissiez jamais forcer la vente de cette maison, même si je tombe malade, même si je perds la tête. C'est fini. Cette conversation est close. Clara s'est levée brusquement, son chagrin se transformant en colère. Tu me punis parce que j'ai épousé Nathan. Je me protège. Ce n'est pas la même chose. Tu es égoïste. Maman aurait eu honte de toi. Cette phrase a été comme un coup de poignard. J'ai senti mes jambes trembler, mais je suis resté debout, impassible. Ta mère aurait été horrifiée de voir ce que tu es devenu. Maintenant, s'il te plaît, pars, avec plaisir, et ne compte plus jamais me revoir. Elle est partie en claquant la porte si fort que les cadres au mur ont tremblé. Je me suis effondré sur le canapé, épuisé, vidé. J'avais gagné la bataille juridique, mais j'avais perdu ma fille. Le prix de la victoire était terriblement amer. Les jours suivants ont été étranges. Mon téléphone sonnait constamment, mais je ne répondais plus. Nathan m'a laissé des messages de plus en plus agressifs, menaçant même de porter plainte pour je ne sais quoi. Sylvain m'a assuré qu'il n'avait aucun terrain juridique, que c'était du bluff. Clara m'a envoyé des textos oscillant entre les excuses et les accusations. Je n'ai répondu à aucun. C'est le jeudi suivant que les choses ont pris une tournure inattendue. J'étais en train de lire dans mon fauteuil quand on a sonné à la porte. J'ai regardé par l'œilleton et j'ai eu la surprise de voir une femme d'une 50aine d'années que je ne connaissais pas. « Monsieur Jules, je suis désolé de vous déranger. Je m'appelle Isabelle. J'étais l'assistante de Nathan à son ancien travail. J'ai ouvert la porte, intrigué. Que puis-je faire pour vous? Est-ce que je peux entrer? C'est important. C'est au sujet de Nathan et de votre fille. Quelque chose dans son ton m'a convaincu. Je l'ai fait entrer. Nous nous sommes assis et elle a sorti de son sac une enveloppe épaisse. Je ne sais pas si je fais bien, mais ma conscience ne me laisse pas tranquille. J'ai appris que Nathan essayait de vous convaincre de vendre votre appartement. Et je pense que vous devez savoir certaines choses sur lui. Je vous écoute. Nathan a été licencié de notre entreprise il y a 6 mois, pour malversation financière. Il détournait des fonds, manipulait des comptes clients. L'entreprise n'a pas porté plainte pour éviter le scandale, mais il a été blacklisté dans tout le secteur. Il ne travaille plus depuis. Mon sang s'est glacé. Et Clara, elle le sait? Je ne pense pas. Il lui fait croire qu'il est consultant indépendant. Mais la vérité, c'est qu'il a des dettes de jeu. Beaucoup de dettes. Plus de 100 000 €. Il doit de l'argent à des gens dangereux. Elle a ouvert l'enveloppe et m'a montré des documents, des relevés bancaires, des reconnaissances de dettes, des photos de Nathan entrant dans des cercles de jeux clandestins. J'ai gardé des copies de tout avant de partir de l'entreprise. Je savais qu'un jour, ça pourrait servir. Quand j'ai appris par une connaissance commune qu'il s'en prenait maintenant à votre famille, j'ai su que je devais agir. Pourquoi faites-vous ça? Parce que Nathan a détruit la vie de plusieurs personnes avant vous. Une collègue a perdu toutes ses économies à cause de lui. Un client a fait faillite. Et à chaque fois, il s'en est sorti en manipulant, en mentant, en trouvant une nouvelle proie. Votre fille est sa dernière victime. Mais peut-être que vous pouvez l'arrêter. J'ai pris les documents avec des mains tremblantes. C'était pire que tout ce que j'avais imaginé. Nathan n'était pas juste un opportuniste, un profiteur. C'était un escroc, un joueur compulsif, peut-être même un homme dangereux. Clara doit savoir. Oui, mais sera-t-elle prête à vous croire? Vous êtes en conflit avec elle maintenant. Si vous lui montrez ça, elle risque de penser que vous avez fabriqué ces documents pour la séparer de lui. Elle avait raison. C'était un piège. Si je montrais ça à Clara maintenant, elle le verrait comme une attaque, une preuve supplémentaire de mon égoïsme. Il fallait être plus malin. J'ai une idée, ai-je dit, mais j'aurai besoin de votre aide, et de celle de Sylvain. Isabelle a hoché la tête. Dites-moi ce que je peux faire. Nous avons élaboré un plan dans mon salon pendant les 2 heures suivantes. C'était risqué. Ça pouvait échouer.
Mais c'était la seule façon de montrer la vraie nature de Nathan à Clara sans qu'elle me soupçonne de manipulation. Il fallait que Nathan se dévoile lui-même devant témoins d'une manière qu'il ne pourrait pas nier. Le lendemain, Sylvain a appelé Nathan en se faisant passer pour un investisseur potentiel intéressé par un projet immobilier. Il lui a donné rendez-vous dans un café près de la bourse, un endroit que Nathan ne pourrait pas refuser. L'appât de l'argent facile était trop tentant pour quelqu'un dans sa situation. Isabelle et moi étions déjà installés à une table voisine quand Nathan est arrivé, ponctuel, dans son costume impeccable. Il ne m'a pas vu, concentré sur sa rencontre. J'avais pris soin de m'habiller différemment, avec une casquette et des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Isabelle avait un enregistreur dans son sac. Nous avons écouté Nathan débiter ses mensonges à l'investisseur. Il se présentait comme un consultant prospère, parlait de ses succès passés, de ses relations haut placées. Puis, quand Sylvain a abordé la question du financement, Nathan a révélé sa vraie nature. « Écoutez, entre nous, j'ai un gros coup qui va se débloquer bientôt. Mon beau-père, un vieux professeur à la retraite, a un appartement qui vaut dans les 1,5 million. Je suis en train de le convaincre de vendre. Une fois que j'aurai cet argent, je pourrai vous rembourser avec intérêt. Et s'il refuse ?» Nathan a ri, un rire froid qui m'a donné des frissons. « Il refusera pas. J'ai sa fille dans la poche. Elle fera ce que je lui dirai. Et si vraiment il résiste, j'ai d'autres moyens de pression. Le vieux a 74 ans. Sa santé est fragile. Un accident, une hospitalisation, et hop, je deviens tuteur avec ma femme. L'appartement est vendu et personne peut rien dire. J'ai senti mon cœur s'arrêter. Il planifiait de me faire du mal, de m'hospitaliser pour prendre le contrôle de mes biens. C'était un monstre, pas juste un escroc. Sylvain a continué à le faire parler, extorquant de plus en plus d'aveux. Nathan a parlé de ses dettes de jeu, de son licenciement qu'il cachait à Clara, de ses plans pour disparaître avec l'argent une fois qu'il l'aurait obtenu, peut-être même sans Clara. Les femmes, c'est pratique, mais à la fin elles deviennent des boulets. Clara est sympa, mais une fois que j'aurai l'argent, je trouverai mieux. Plus jeune, moins chiante. Isabelle a serré ma main sous la table. J'étais en train de trembler de rage, de dégoût, de tristesse pour ma fille qui avait donné son cœur à cette ordure. Après 40 minutes de conversation, Sylvain a prétexté un appel urgent et est parti. Nathan est resté seul à sa table, consultant son téléphone avec un sourire satisfait. C'est à ce moment que je me suis levé et que je me suis approché de lui. Il a levé les yeux et son sourire s'est évanoui instantanément. « Vous, oui, moi, le vieux professeur fragile. » J'ai entendu chaque mot. Son visage est passé par toutes les nuances de blanc au rouge. Il a essayé de se lever, mais Isabelle s'était positionnée derrière lui. « Vous ne pouvez rien prouver », a-t-il sifflé. « Détrompez-vous. » Sylvain est revenu à ce moment, accompagné de 2 policiers. J'avais contacté un commissaire ami avant de venir, lui expliquant la situation. Avec l'enregistrement et les documents fournis par Isabelle, nous avions assez pour ouvrir une enquête pour tentative d'escroquerie et menace. « Messieurs, voici l'homme dont je vous ai parlé », a dit Sylvain calmement. Les policiers se sont approchés. Nathan a essayé de fuir, mais ils l'ont maîtrisé rapidement. Tout le café nous regardait. C'était humiliant pour lui et j'aurais dû me sentir satisfait. Mais je ne pensais qu'à une chose. Clara. Comment allait-elle réagir? Je n'ai pas eu à attendre longtemps. Mon téléphone a sonné 1 heure plus tard, alors que je donnais ma déposition au commissariat. « Papa, qu'est-ce que tu as fait? Nathan a été arrêté. Ils disent qu'il voulait te faire du mal. Ce n'est pas vrai, dis-moi que ce n'est pas vrai. Clara, il faut qu'on parle. Mais cette fois, tu dois me promettre de m'écouter jusqu'au bout, sans l'interrompre, sans le défendre. Peux-tu faire ça? » Il y a eu un long silence, puis un sanglot étouffé. « D'accord, papa. D'accord. » Nous nous sommes donné rendez-vous chez moi le soir même. En raccrochant, j'ai réalisé que le moment de vérité était arrivé. Soit Clara verrait enfin la réalité, soit je la perdrais pour toujours. Il n'y avait plus de demi-mesure possible. La guerre n'était pas finie.
Mais pour la première fois depuis des mois, j'avais l'impression d'avoir une chance de la gagner. Et surtout, une chance de sauver ma fille avant qu'il ne soit trop tard. Clara est arrivée chez moi à 20 heures précises. Elle avait le visage ravagé par les larmes, les cheveux en désordre, les vêtements froissés. Ce n'était plus la femme tirée à 4 épingles que Nathan avait façonnée. C'était ma fille, ma vraie fille, celle que je n'avais pas vue depuis trop longtemps. Je l'ai fait entrer sans un mot. Nous nous sommes assis dans le salon, face à face, avec entre nous un gouffre de non-dits et de souffrance. J'avais préparé du thé, comme je le faisais quand elle était petite et qu'elle rentrait triste de l'école. Certains gestes restent ancrés dans les habitudes d'un père, même quand tout s'effondre. « Papa, commence par le début, raconte-moi tout. » Et c'est ce que j'ai fait. Je lui ai raconté chaque détail, depuis la première allusion de Nathan jusqu'à la scène du café. Je lui ai montré les documents qu'Isabelle m'avait apportés, les relevés bancaires, les reconnaissances de dettes, les preuves de son licenciement pour malversation. Je lui ai fait écouter l'enregistrement de la rencontre avec Sylvain. Chaque mot de Nathan, chaque menace, chaque plan sordide. Clara écoutait, figée, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand j'ai fini, elle est restée immobile pendant ce qui m'a semblé une éternité. Puis elle a explosé en sanglots, des sanglots profonds, déchirants, qui venaient du fond de son âme. Comment j'ai pu être aussi aveugle? Comment j'ai pu ne rien voir? Je me suis assis à côté d'elle, et pour la première fois depuis des mois, j'ai pris ma fille dans mes bras. Parce qu'il est un manipulateur professionnel, parce qu'il savait exactement quelle corde toucher, quelle faiblesse exploiter. Tu n'es pas stupide, Clara. Tu as juste fait confiance à la mauvaise personne. Mais toi, papa, je t'ai accusé, je t'ai dit des choses horribles, j'ai choisi ce monstre plutôt que toi. Tu as été manipulé. Lui aussi me manipulait à sa façon. Il jouait sur ma culpabilité, sur mon amour pour toi. C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il est. Clara s'est écartée, s'essuyant les yeux avec rage. Il m'a dit que tu étais égoïste, que tu pensais plus à ta maison qu'à ta propre fille. Il m'a dit que c'était pour notre bien, pour notre avenir. Et comme une idiote, je l'ai cru. J'ai cru qu'on construisait quelque chose ensemble. Qu'est-ce qu'il a fait de l'argent que je vous ai donné? Les 20 000 € pour le mariage, les 5 000 en octobre. Clara a fermé les yeux, la honte se peignant sur son visage. Les tables de poker, les casinos en ligne. Je viens de vérifier nos comptes. Il a tout perdu. Tout. Et on a encore 150 000 € de dettes que je ne connaissais même pas. Des prêts qu'il a contractés en mon nom, en falsifiant ma signature. Mon sang n'a fait qu'un tour. Il a fait quoi? J'ai découvert ça cet après-midi, après son arrestation. J'ai ouvert son ordinateur, tous ses dossiers. Papa, on va perdre l'appartement qu'on loue. Les huissiers vont venir. Je n'ai plus rien. Elle s'est effondrée à nouveau, et cette fois, j'ai senti ma propre colère se mêler à une immense tristesse. Nathan avait non seulement tenté de me voler, mais il avait aussi détruit la vie de ma fille. Il l'avait endettée, manipulée, isolée de sa famille. Il avait fait d'elle une étrangère dans sa propre vie. Clara, regarde-moi. Elle a levé ses yeux rougis vers moi. Tu n'es pas seule. Tu ne l'as jamais été. Je suis là. J'ai toujours été là, même quand tu ne le voyais pas. Mais je t'ai trahi. Tu as été trompée. Ce n'est pas la même chose. Et maintenant, on va réparer tout ça. Ensemble. Comment on répare un tel désastre? J'ai pris une profonde inspiration. J'avais passé les dernières heures à réfléchir à ça, à la meilleure façon d'aider ma fille sans l'humilier davantage, sans lui faire sentir qu'elle était une victime sans défense. D'abord, demain matin, tu vas porter plainte contre Nathan pour usage de faux. Il a falsifié ta signature. C'est un crime. Sylvain va t'aider à monter le dossier. Ensuite, on va contacter tous les créanciers et leur expliquer la situation. Avec les preuves de falsification, tu pourras faire annuler une bonne partie des dettes. Et pour le reste, pour l'argent que j'ai vraiment emprunté, on trouvera une solution. Peut-être un échéancier de remboursement.
Tu vas devoir déménager de cet appartement, c'est certain. Mais tu peux revenir ici. Ta chambre n'a pas changé. Elle t'attend. Clara a secoué la tête vigoureusement. Non, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas revenir ici après tout ce que je t'ai fait. Ce ne serait pas juste. Clara, papa, écoute-moi. J'ai 38 ans. J'ai fait mes propres choix, aussi stupides qu'ils aient été. Je dois en assumer les conséquences. Je vais trouver un petit studio quelque part, quelque chose que je peux me permettre avec mon salaire. Je vais rembourser mes dettes, même si ça prend des années. Et je vais reconstruire ma vie, mais pas en me cachant derrière toi. J'ai senti mon cœur se gonfler de fierté. Ma fille était là, la vraie Clara, celle qui avait du courage, des principes, de la dignité. Nathan ne l'avait pas complètement détruite. Je suis fier de toi. Ne dis pas ça. Je ne mérite pas. Si, tu mérites ces mots. Parce que maintenant, tu vois la vérité et tu choisis d'agir correctement. C'est tout ce qu'on peut faire dans la vie. Reconnaître ses erreurs et essayer de les corriger. Nous avons passé le reste de la soirée à planifier les prochaines étapes. Clara allait divorcer immédiatement, évidemment. Sylvain avait déjà préparé les papiers. Avec les charges criminelles contre Nathan, le divorce serait rapide et elle ne devrait rien lui verser. Au contraire, elle pourrait peut-être récupérer une partie de l'argent qu'il lui avait volé si on arrivait à retrouver ses actifs. Isabelle avait accepté de témoigner au procès. Les preuves étaient accablantes. Nathan allait probablement passer plusieurs années en prison pour escroquerie, menaces, usage de faux et autres charges que le procureur ajouterait. Sa vie était finie, du moins la vie qu'il s'était construite sur les mensonges et la manipulation. Vers minuit, Clara s'est levée pour partir. À la porte, elle s'est retournée vers moi. « Papa, j'ai une question. Si j'avais continué à te faire pression, si j'avais insisté pour que tu vendes la maison, tu l'aurais fait ?» J'ai réfléchi un instant avant de répondre. « Non, jamais. Cet appartement, c'est tout ce qui me reste de ta mère. C'est notre histoire, notre vie. Je serais mort plutôt que de le vendre pour éponger les dettes d'un escroc. Mais si tu étais vraiment venu me voir, toi, seul, sans Nathan, si tu m'avais dit que tu étais en danger, que tu avais vraiment besoin d'aide, j'aurais trouvé une autre solution. J'aurais hypothéqué l'appartement, j'aurais vendu des parts de la SCI, n'importe quoi. Pour toi, pour ma fille, pas pour lui. Tu comprends la différence ? Clara a hoché la tête, les larmes coulant à nouveau. Je comprends. Et je suis désolé de ne pas être venu te voir avant. Désolé de l'avoir laissé s'interposer entre nous. C'est fini maintenant. Tout ça est derrière nous. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie dans la nuit froide de novembre. En refermant la porte, je me suis senti épuisé, mais étrangement en paix. La bataille était gagnée. Ma fille était sauvée. Mon appartement était protégé. Justice allait être rendue. Les semaines suivantes ont été intenses. Le procès de Nathan a fait les gros titres des journaux locaux. Son réseau d'escroquerie était bien plus vaste que ce qu'on pensait. Isabelle n'était qu'une des nombreuses victimes qui sont sorties du silence une fois son arrestation rendue publique. L'ancien employeur de Nathan a finalement déposé plainte, rouvrant le dossier des malversations financières. Les dettes de jeu ont révélé des connexions avec des réseaux criminels. L'homme qui voulait me voler ma maison s'est retrouvé face à 23 chefs d'accusation. Clara a tenu parole. Elle a déménagé dans un petit studio de 30 mètres carrés dans le 13e arrondissement. Elle a négocié avec ses créanciers, obtenu des annulations pour les dettes contractées par fraude et mis en place un plan de remboursement pour le reste. Elle s'est inscrite à des cours du soir pour obtenir un master en gestion, décidée à améliorer sa situation professionnelle. Je la voyais transformer sa colère et sa honte en détermination et en force. Nous avons repris nos dimanches ensemble, nos promenades au Luxembourg, nos cafés rue de la Gaîté. Lentement, la relation père-fille que nous avions eue avant Nathan se reconstruisait. Ce n'était pas exactement comme avant. Il y avait des cicatrices, des zones sensibles qu'on évitait de toucher. Mais c'était réel, authentique, basé sur la vérité
et non sur la manipulation. Un dimanche de mars, 6 mois après le dîner fatidique, nous marchions le long de la Seine quand Clara s'est arrêtée sur le pont des Arts. « Papa, tu te souviens quand j'étais petite et que tu m'emmenais ici? Tu me racontais l'histoire de Paris, des rois et des révolutions. Je me souviens, tu étais fascinée par Marie-Antoinette. Tu voulais devenir reine. » Elle a ri, un vrai rire, quelque chose que je n'avais pas entendu depuis si longtemps. Et puis j'ai grandi et j'ai découvert que les reines finissaient pouvant mal. Mais tu sais ce que j'ai vraiment appris de toutes tes histoires? Quoi donc? Que les révolutions sont nécessaires. Parfois, il faut tout détruire pour reconstruire quelque chose de meilleur. C'est ce que j'ai fait avec ma vie. J'ai tout perdu, tout détruit, et maintenant je reconstruis. Mais cette fois, je le fais bien, sur des fondations solides. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Tu sais ce dont je suis le plus fier? Ce n'est pas que tu aies survécu à tout ça, c'est que tu en sois sortie plus forte, plus sage. Nathan voulait te briser. Au lieu de ça, tu t'es reconstruite en acier. J'ai eu un bon professeur, un vieux professeur têtu qui a refusé d'abandonner, même quand sa propre fille le traitait de tous les noms. Les pères ne abandonnent jamais. C'est dans le contrat. Le procès de Nathan a eu lieu en mai. Clara et moi y avons assisté ensemble, assis côte à côte dans la salle d'audience. Voir cet homme qui nous avait fait tant de mal, menotté, diminué, répondre de ses crimes devant un juge, c'était surréaliste. Il a essayé de plaider, de manipuler encore, de jouer la carte de la victime des circonstances. Mais les preuves étaient là, accablantes, irréfutables. Quand le verdict est tombé, 8 ans de prison ferme, plus les restitutions financières, Clara a serré ma main très fort. Je ne sais pas ce qu'elle ressentait exactement, ce mélange complexe de soulagement, de tristesse, peut-être même de pitié pour l'homme qu'elle avait cru aimer. Mais elle était debout, digne, regardant en face les conséquences de ses choix et de ceux de Nathan. En sortant du tribunal, les journalistes nous attendaient. Ils voulaient une déclaration, des larmes, du spectacle. Clara s'est contentée de dire « Justice a été rendue. Maintenant, je veux juste reconstruire ma vie en paix. » Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Les mois ont passé, transformés en saisons, puis en années. Clara a obtenu son master avec mention. Elle a été promue dans son entreprise, devenant chef de département. Elle a remboursé ses dernières dettes. Elle a même commencé à sortir à nouveau, prudemment, lentement, mais avec une sagesse nouvelle dans le choix de ses fréquentations. Moi, je suis resté dans mon appartement du 15e arrondissement. J'ai transformé la chambre d'amis en bibliothèque, remplie de tous les livres d'histoire que je n'avais jamais eu le temps de lire pendant mes années d'enseignement. J'ai commencé à donner des conférences bénévoles dans des centres culturels, partageant ma passion pour l'histoire avec un nouveau public. La vie de retraité paisible que j'avais imaginée avec Marguerite, je la vivais maintenant seule, mais entourée des souvenirs heureux et de la présence régulière de ma fille. La fondation que j'avais mentionnée pendant le dîner tragique est finalement devenue réalité. Avec l'aide de Sylvain, j'ai créé la Fondation Marguerite en l'honneur de ma défunte épouse. Elle finance des bourses pour des étudiants en histoire issus de milieux défavorisés. Chaque année, 5 jeunes reçoivent une aide pour poursuivre leurs études. Clara est devenue membre du conseil d'administration. C'était notre façon de transformer toute cette noirceur en quelque chose de beau, de durable. Un soir d'automne, presque 2 ans jour pour jour après le dîner qui avait tout changé, Clara est venue dîner chez moi. Elle avait préparé un bœuf bourguignon, comme sa mère le faisait. Nous étions assis à la même table, où Nathan avait prononcé ces mots fatidiques. « Vends ta maison. » « Tu sais à quoi je pense ?» ai-je dit en levant mon verre de vin. « À quoi, papa ? Que si Nathan n'était pas allé aussi loin ce soir-là, s'il avait été un peu plus subtil, un peu plus patient, j'aurais peut-être fini par céder. La culpabilité, l'isolement, tes supplications répétées, qui sait ? Mais son arrogance, sa certitude qu'il avait déjà gagné, c'est ça qu'il a perdu. Les méchants dans tes livres d'histoire perdent toujours à cause de leur arrogance, non ? Exactement.
Napoléon en Russie, Louis XVI face à la Révolution, tous ces puissants qui croyaient être intouchables. L'histoire nous enseigne que l'orgueil précède toujours la chute. Clara a souri, ce sourire sage qu'elle avait développé, si différent du sourire insouciant de sa jeunesse, mais tellement plus profond. Alors au final, tu n'as pas seulement sauvé ta maison et ta fille, tu as donné une leçon d'histoire en direct. La meilleure que j'ai jamais donnée, même si j'aurais préféré ne jamais avoir à le faire. Nous avons trinqué, et dans ce tintement de verre, il y avait tant de choses. La douleur du passé, la joie du présent, l'espoir pour l'avenir. Il y avait la mémoire de Marguerite, qui aurait été fière de voir comment nous avions survécu. Il y avait la leçon apprise, le prix payé, la sagesse gagnée. Après le dîner, alors que je raccompagnais Clara à la porte, elle s'est retournée une dernière fois. « Papa, merci de ne pas avoir vendu la maison. Merci de comprendre pourquoi je ne pouvais pas. Et merci d'avoir appelé cet avocat ce soir-là. Si tu ne l'avais pas fait, si tu avais hésité, si tu avais eu peur de me perdre, je serais peut-être encore avec Nathan. Encore en train de me perdre moi-même. Ton courage m'a sauvé. Non, Clara, c'est ton propre courage qui t'a sauvé. Moi, je t'ai juste donné un point d'ancrage. Mais c'est toi qui as décidé de t'y raccrocher, de te battre, de te reconstruire. Elle m'a embrassé sur la joue et est partie dans la nuit parisienne. En refermant la porte de mon appartement, de ma maison, de ce sanctuaire de souvenirs et d'amour que personne n'avait réussi à m'arracher, je me suis senti complet. J'avais 76 ans maintenant, les cheveux encore plus blancs, quelques rides supplémentaires. Mais j'étais debout, j'avais gagné. Pas contre Nathan uniquement, même s'il croupissait en prison. J'avais gagné contre la manipulation, contre la culpabilité toxique, contre l'idée qu'on doit tout sacrifier au nom de la famille, même sa dignité. Et surtout, j'avais récupéré ma fille. Pas la Clara naïve et perdue que Nathan avait façonnée, mais quelqu'un de plus fort. Quelqu'un qui connaissait maintenant la valeur de l'intégrité, du courage, de l'amour véritable. La pluie commençait à tomber sur Paris, comme ce fameux dimanche soir. Mais cette fois, je l'écoutais depuis mon fauteuil, dans mon salon, dans ma maison, avec une tasse de thé et un bon livre d'histoire. Dehors, la ville continuait sa vie. Dedans, j'étais en paix. Parfois, tenir bon est la forme la plus pure du courage. Parfois, dire non est l'acte d'amour le plus profond qu'on puisse offrir. Et parfois, un simple coup de téléphone peut changer le cours de toute une vie. Je repense souvent à ce moment, quand j'ai sorti mon téléphone et composé le numéro de Sylvain, à la tête de Nathan qui blanchissait, au silence choqué dans la pièce. C'était mon moment de révolution personnelle, mon 14 juillet à moi. Et comme tous les professeurs d'histoire vous le diront, les révolutions ne sont jamais faciles, elles ne sont jamais sans douleur. Mais parfois, elles sont absolument nécessaires. Voilà, c'était mon histoire. L'histoire d'un vieux professeur qui a refusé de devenir une victime, qui a protégé ce qu'il avait de plus précieux et qui a sauvé sa fille dans le processus. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a parlé, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Avez-vous dû choisir entre céder aux pressions familiales ou tenir bon pour vos principes? Vos histoires m'intéressent sincèrement. Elles nous rappellent à tous que nous ne sommes pas seuls dans nos combats. Parfois, la plus grande force se trouve dans les choix les plus difficiles. Prenez soin de vous, protégez ce qui compte vraiment, et n'ayez jamais peur de dire non quand c'est nécessaire. À bientôt, et merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir été là avec moi pendant ce voyage difficile mais nécessaire. Votre présence, même virtuelle, a compté plus que vous ne le pensez.